De Saint-Louis à Thiès, après avoir quitté Dakar, nous voici de retour dans cette magnifique ville de Thiès à l'occasion du Salon international du livre. Deux auteurs, deux écritures, une même volonté, écrire pour ne pas oublier. Monsieur Abdourahmane Anne, ancien professeur de français, auteur du livre Le Retour de Manival et Antivaleur, et monsieur Ndiawar Dieye, auteur du livre Le cri du cœur et au-delà des falaises. Bienvenue dans cet échange pour parler du rôle, de la place de la lecture d'hier et d'aujourd'hui, et surtout avec ce fond de thème du salon, l'écriture mémorielle, des vérités à la réconciliation. Chers auteurs, bienvenue dans 4e de couverture. Merci d'avoir surtout accepté notre invitation. C'est avec une grande fierté qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette ville purement culturelle, la ville de Thiès. Et donc, nous commencerons l'émission par vous poser une question. En faisant le tour de vos écrits, on voit que vous êtes des auteurs engagés. Donc, dans un monde en pleine mutation, rapide surtout, comment décrivez-vous la place de la lecture d'hier à aujourd'hui? Merci Boulé, merci Fatima, merci Senghane et Youssouf. Je dirais que l'histoire se répète un peu parce que à l'occasion, je crois, de l'avant-dernière édition du Salon international du livre, Senghane avait eu à me recevoir avec Top pour faire la 4e de couverture de mon recueil de nouvelles Antivaleur. Et ce jour-là, j'étais sur le plateau avec un ami, collègue et homologue Babou Diatta, parce que lui aussi venait de sortir son premier roman. Et à l'occasion, je taquinais un peu en lui disant que tu es mon jumeau en littérature. Absolument. Bon, aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi de me retrouver sur votre plateau avec Ndiawar, que je connais déjà, puisque j'ai son recueil, Le cri du cœur. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, pour en venir à votre question, le constat aujourd'hui est que les gens ne lisent plus. À commencer par les adultes. Je ne commencerai pas par les jeunes, je commence par les adultes. Je disais hier à Ndiawar que quand j'ai produit mon dernier ouvrage, je l'ai amené à mon lieu de travail. On est à peu près une 50aine de personnes. Mais si vous comptez le nombre de gens qui l'ont acheté, ils ne font pas 5. Surtout dans un milieu où on fait l'éducation et l'instruction, où il y a des professeurs de lettres. Donc, si les adultes ne lisent pas, les professeurs ne lisent pas, surtout les professeurs de lettres, il faut s'attendre à ce que les enfants aussi ne lisent plus. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'émergence fracassante des téléphones, des tablettes et autres, les enfants ne lisent plus. Les enfants ne lisent plus. Nous, quand on était enfants, on lisait beaucoup. On avait la chance, du côté de ma famille, d'avoir un père qui était intellectuel, parce qu'il était commissaire de police. Et on lisait de tout. Historia, Reader Digest, Paris Match, Le Monde, déjà à l'école élémentaire et au collège. Sans compter les ouvrages de loisirs comme les illustrés, Mickey Leranger, Black Leroy, Zembla. On lisait de tout. La belle époque. Voilà. Et on dit que pour bien écrire, il faut fréquenter les grands auteurs. Je me rappelle, on a dans notre groupe d'amis, un jour, l'un d'entre eux est venu, il nous a trouvés dans notre chambre, mon frère et moi. Chacun avait son livre, dit, mais vous parlez avec les livres. Bon, nous, on n'a pas ce temps-là, ils sont partis. Voilà, rapidement pour introduire.
pour ne pas monopoliser la parole, Ndiawar. Merci, Anne. C'est tout un plaisir de partager le même plateau avec Fatima, que je connais déjà. Boulay, j'ai suivi certaines émissions, surtout en quatrième de couverture. C'est vraiment le même plaisir qui m'amène ici à nouveau. Senghane, Youssouf, c'est la famille. Nous sommes admettants. Ouais. Et effectivement, c'est le problème, la lecture. C'est si vrai que peut-être ça aidera à mieux comprendre le comportement des jeunes. La lecture, pour nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à être structurés surtout, à pouvoir tenir un raisonnement, développer, argumenter, ce qui est de plus en plus difficile. Et très tôt, vraiment très tôt, j'ai fréquenté les bibliothèques, déjà adolescents, même enfants. C'était le centre culturel de Dakar. J'ai même en mémoire mon numéro de carte à l'époque, 12 667. Il faut vérifier les archives, on les retrouvera bien. On nous donnait 2 livres par semaine, mais moi déjà, en une semaine, j'avais dévoré. Comme le dit Anne aussi, vraiment, on lisait tout. Tout. Et ce n'est pas de regret. Je me rappelle même, mon premier livre de lecture m'a beaucoup marqué. On nous a fait voyager à travers 60 textes. C'est Au Pays Bleu. J'ai essayé même de le retrouver dans les librairies. Pas de chance pour le moment. J'ai peut-être vu une fois, en regardant sur le net, peut-être en France, peut-être certaines personnes qui se sont manifestées, peut-être qui ont ce livre. Et vraiment, c'est la nourriture de l'âme, de l'esprit. À partir de la lecture, on commence à être vraiment un acteur majeur dans la construction du monde. Ouais. Donc on va conseiller aux plus jeunes de se remettre carrément, ou de se mettre à la lecture. Mais effectivement, le problème, c'est en amont. On ne peut pas demander à quelqu'un de réciter une leçon non sûre. Voilà. Alors, dans le cri du cœur, vous avez parlé de douleur collective. Est-ce que pour vous, cette écriture est une manière de vous libérer, de créer une réconciliation en fait? Exactement. Parce que, en fait, on a un ressenti au regard du monde, surtout à l'époque, ce qui date peut-être d'une quarantaine d'années, peut-être même un peu plus. Le monde, surtout le sort de l'Afrique, était décidé ailleurs qu'en Afrique. C'est peut-être même aujourd'hui, c'est toujours le cas. Nous n'avions pas la possibilité d'utiliser les armes. Peut-être notre seul refuge, c'est de nous libérer à travers la page blanche. Est-ce que vous pensez que la lecture peut-elle encore éveiller les consciences à l'heure du numérique? Mais peut-être même plus, parce que le potentiel est encore plus évident. On peut même lire en jouant. Mais comment amener cette cible-là à aimer la lecture, à lire? Comme je dis, il faut que les adultes d'abord aient ce goût. C'est eux qui peuvent instaurer ça à la maison. Nous, on nous faisait faire des fiches de lecture. Peut-être on peut essayer de corriger au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre ses parents et les parents d'avant qui avaient vraiment mis l'accent sur la lecture? À quel moment il y a eu ce changement-là? Ah oui, je ne vais pas jeter la pierre, mais je crois qu'il avait bien touché du doigt les enseignants, un prof de français qui est réfractaire à la lecture. C'est un problème. Nous avions des enseignants qui... Donc c'est toute une chaîne. C'est une chaîne. Que ce soit le parent, l'enseignant. Oui, tout le monde est concerné, tout le monde doit s'impliquer pour corriger.
Monsieur Anne, pour faire un clin d'œil à cette thématique du Salon du Livre, pour vous, que signifie la réconciliation en tant qu'auteur? Bon, vous savez, comme l'a dit hier Mme Diagne, André-Marie, quand on dit réconciliation, c'est qu'en amont, il y a eu conflit. Et je crois que la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'histoire, le passé colonial du Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de dire que, contrairement aux propagandistes pour l'enseignement de nos langues dans les écoles, nos langues nationales, je dis que c'est une très bonne chose. Mais je dis que le français, aujourd'hui, c'est une langue africaine. Sans l'Afrique, le français aurait disparu aujourd'hui, ou il aurait reculé plus gravement que c'est le cas aujourd'hui. Oui, certainement. Et le français doit beaucoup à l'Afrique. De par les productions de nos écrivains, de nos penseurs, de nos historiens, etc. Et de par les apports que l'Afrique a apportés à la langue française. Vous tous, vous savez que des mots comme essencerie, c'est des créations africaines. Au début, c'était des mots qui n'existaient pas dans le dictionnaire. Mais lorsque l'Académie française a examiné ça, ils ont vu que la construction de ce mot obéit à toutes les règles de formation de mots en français. Absolument. Radical, essence, suffixe, eri, qui signifie lieu ou. Aussi simple. Donc, l'Europe doit beaucoup à l'Afrique. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vit en France. Une fois, j'y suis allé en 2017 à l'occasion du mariage de ma fille adoptive. Et elle m'avait dit, ben, tonton, tu vas faire le discours au nom de la famille. Quand je l'ai fait et que je le lui ai envoyé, je suis arrivé le lendemain. Elle m'a dit non. Et c'était la première. Elle m'a dit non, avant qu'on aille devant le public, il faut qu'on discute un peu. Parce que ton texte là, vraiment, il est dense. Les gens n'y comprendront rien. Oui. Et on a dû alléger le texte. Oui. On a dû alléger le texte. Oui. Et par là, comment comprenez-vous cette situation? Ben, c'est que nous, en tout cas au Sénégal, quand on se met dans une chose, on va au fond. On va au fond. Vous allez dans des pays comme la France, etc. Les gens, les Français et même les autres Africains, dès qu'ils voient, ils disent à vous, vous êtes Sénégalais. Surtout quand ils nous entendent parler, ils disent vous êtes Sénégalais. Et hier, la professeure Pendambo a dit que le problème du Sénégal, peut-être c'est un bien ou c'est un mal, c'est que le Sénégal représente la colonisation la plus aboutie pour la France. Voilà. Maintenant, donc, moi je dis, l'esclavage est passé par là, la colonisation est passée par là. Bon, mais il faut pardonner, passer à autre chose. C'est douloureux, pour ne pas oublier, mais pardonner et passer à autre chose. Et travailler véritablement pour faire émerger nos pays et les mettre au même niveau que les autres ou les dépasser. Et c'est possible. Le Sénégal est un pays extrêmement riche en ressources humaines, sur tous les plans. Sur tous les plans. Et je crois que ce que je dis, vous tous vous le savez mieux que moi. Voilà. Donc, c'était douloureux et je crois que la leçon la plus magistrale que le monde a eu à recevoir, mais c'était celle de Mandela. J'ai lu une fois dans le net que Mandela, devenu président, un jour
avec 2 ou 3 de ses gardes de corps, il est allé manger dans un restaurant. Alors, en face d'eux, il y avait un blanc. Dès qu'il les a vus, le blanc s'est mis à suer à grosses gouttes. Il a dit à un des gardes de corps, il a dit au monsieur de venir partager notre table. Le monsieur est venu. Mais durant tout le repas, il continuait à trembler, à verser de grosses gouttes. Après, Mandela a payé son repas. Quand il est parti, Mandela, ses gardes de corps, mais il n'était pas à l'aise. Il a dit, ben oui, c'était mon geôlier. Oui. Il me battait jusqu'à ce que je m'évanouisse et il urinait sur ma tête pour me réveiller. Vous voyez, quelqu'un qui a subi 26 ans durant des traitements pareils, qui vient au pouvoir et qui dit on efface tout, même si on doit se dire la vérité, c'est prodigieux. Prodigieux. Hein? Et surtout de dépassement. Surtout de dépassement. Alors aujourd'hui, quand on vous entend parler, on sent la nostalgie, on sent une éducation qui a été vraiment imbibée avec la littérature au devant. Comment s'est passée cette évolution-là, de l'enfance à l'âge adulte, votre rapport avec les livres? D'abord, nous, à l'école élémentaire, du CI jusqu'au CE2, nos maîtres étaient des Français. On arrivait au CI avec peut-être 2 ou 3 mots de français, mais on ne comprenait pas français. Et pourtant, avant la fin de l'année, nous tous, nous commencions à baragouiner et à écrire. Absolument. Peut-être que ces enseignants-là étaient de bons enseignants, mais peut-être nous y avions mis du nôtre aussi. À partir du CE2 jusqu'au CM2, on a eu là des maîtres sénégalais. Et déjà, moi, dès le CE2, j'ai eu une maîtresse. Dans les années 61-62, Madame Mantoulaye Diène, qui est par la suite devenue femme politique, ministre maire de Thiès. Voilà. Et M. Saliou Mangane, qui est devenu inspecteur de l'enseignement. Vraiment, ce sont des gens qui nous ont marqués, qui nous ont fait véritablement aimer les études, le français et la lecture. Voilà. Donc tout part d'un bon encadrement d'abord au niveau de l'école, ensuite à la maison. Comment cela se passait? Il y avait toujours les parents? À la maison, nos parents avaient confiance en nous et ils nous lâchaient la bride sur le coup. Peut-être que le parent ou la parente qui nous mettait vraiment la pression, c'était notre mère, ma mère. Et pourtant, elle était analphabète. Mais c'est elle qui nous faisait réciter nos leçons. Ça, il y a des anecdotes. Un jour, mon papa lui a dit, mais yo, match football. Non, elle dit, s'ils essaient de me dribbler, je le saurai. Elle dit, le papa, mais comment? Elle dit, au timbre de leur voix. Donc vous voyez, ce n'est pas que lorsque le parent est analphabète, il ne peut pas vous encadrer. Un bon motivant, voilà. Que les gens ne pensent pas que voilà, je ne sais pas, donc je ne pourrais pas encadrer mon enfant. Monsieur Ndiawar, alors tout à l'heure, M. Abdelrahmane parlait de pardon. Aujourd'hui, quand on lit certains anciens ouvrages, on sent que nos anciens écrivains avaient beaucoup de choses à dénoncer. Ils dénoncent tellement de choses. Donc nous, aujourd'hui, quand on lit ces ouvrages, on se dit que oh, nos ancêtres ont tellement souffert, ils ont connu ces choses tellement difficiles. Mais comment on peut réussir à pardonner tout cela? Et surtout, est-ce que l'écriture aujourd'hui devrait changer, inviter des gens à la réconciliation au lieu de dénoncer certaines choses par rapport à ça? Vous savez, le pardon, c'est un don de Dieu. Et peut-être on l'acquiert dans son milieu. On est obligé de pardonner si nous-mêmes voulons être pardonnés. Si on se met dans cette dynamique,
forcément, on doit se libérer. Parce qu'en fait, c'est un poids que l'on porte quand on en a contre quelqu'un. Là, on est en train de coucher On se libère parce qu'il n'y a plus quelque chose de noir, entre guillemets, l'image dans notre cœur où on est en train de parler de... Vous voyez encore, il faudra pardonner même la terminologie noire qui est trop chargée. Parce qu'on a voulu nous dépeindre sous cette forme. Et maintenant, à partir de ça, la réconciliation peut-être avec soi, avec les autres. Parce qu'il faut se réconcilier avec soi-même d'abord. Ça, c'est un point essentiel. Soi-même d'abord. Comment être chaque jour meilleur. Qui j'étais hier, qui suis-je aujourd'hui, où je me vois demain. C'est important de mener ce combat intérieur pour vouloir le meilleur pour nous. Quand on veut le meilleur pour nous, on n'a même pas le temps d'en avoir contre les autres. Malheureusement, nous portons tous la besace, la fameuse besace. D'ailleurs, je pense que l'écriture est peut-être un moyen de se réconcilier avec soi-même. Parce qu'on fait une confession, on dit ce qui nous fait mal. Donc, quand on écrit, on se réconcilie avec soi-même et peut-être qu'on arrive à trouver la paix intérieure qu'on cherche. Ouais. C'est pourquoi quand je dis le cri du cœur, sûrement il y avait quelque chose qui faisait mal. Mais on dénonce en même temps. Les deux vont ensemble. Moi, parce que pour pardonner, il faut savoir pourquoi je pardonne et quoi pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, M. Ndiawadji, entre réalité sociale et enquête journalistique, que vouliez-vous transmettre à cette époque aux lecteurs d'aujourd'hui? Quand vous avez écrit au-delà des falaises. Pardon? Vous voyez? En fait, c'est toujours dans cette même dynamique d'essayer de comprendre le comportement, les faits sociétaux, et comment permettre à chacun de se retrouver pour pardonner encore. On est toujours dans cette même... Parce qu'on ne donne pas raison ou tort à une personne, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Même ceux qui étaient derrière cette traite, il faut leur pardonner. Quelles étaient leurs motivations? Mais en proposant que ce soit un journaliste qui est le témoin du présent, qui joue un rôle majeur, nul n'est mieux placé que lui pour apprendre à l'autre à découvrir, à se mettre devant le miroir de sa conscience pour dire ça, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Donc c'est une autre opportunité d'amener la réconciliation avec soi-même. À partir toujours de l'écriture. L'écriture, c'est... Non, c'est un message. Nous sommes tous porteurs de messages. Nous avons un bébé qui est en nous. Tant qu'on n'a pas accouché, on n'est pas libéré. Hein? Donc c'est un peu ça. Et comme ça qu'il faut peut-être comprendre à travers la soif de l'écrivain de partager avec soi-même. Et maintenant, on profitera parce que nous sommes tous d'accord qu'une fois qu'on a mis sur la place, ce n'est plus pour nous. Alors, M. Anne, je pense que nous sommes tous des personnages dans votre livre, Le Retour de Manivelle. Parce qu'on voit la réalité de la société, on voit qu'il y a une dualité entre tradition et modernité. Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation entre ces deux, tradition et modernité? Ah oui, ben, parce que dans chaque culture, dans chaque civilisation, il y a des choses positives. Et je crois qu'il est possible de faire la synthèse, de piocher ici ce qui est bien
et le projet piocher ailleurs aussi, ce qui est bien pour faire vraiment une mixture harmonieuse. Voilà. Donc je disais que vraiment, comme disait l'autre, la professeure Mendembo, le Sénégal, c'est la colonie la plus aboutie de la France. Absolument. Voilà. Et je ne crois pas que ce soit un mal. Je ne crois pas que ce soit un mal. Parce que vraiment, le Sénégal, le rayonnement qu'il a en Afrique et au plan international, moi je crois que c'est dû vraiment à cette réception de choses enrichissantes venues d'ailleurs, que nous avons su harmoniser avec ce que nous avons en propre. Absolument. Et vous savez, Senghor l'a théorisé. Hein? Enracinement, mais ouverture aussi. Voilà. Parce que chez l'autre, tout n'est pas mauvais. Chez nous aussi, tout n'est pas bon. Il y a un problème aussi, parce que c'est du donnant-donnant. Lorsqu'ils nous donnent quelque chose, nous aussi, on doit leur donner quelque chose. Mais je pense que nous sommes tellement dans la tendance de copier que nous ne partageons pas en fait notre culture comme nous devons la partager en fait. Pourtant, je crois qu'ils, même s'ils n'adoptent pas certaines de nos valeurs et autres, vous savez que à partir, je crois, de la Coupe du Monde 2002, il y a un mot qui est devenu à la vogue, Teranga. On ne dit plus les lions du Sénégal, on dit les lions de la Teranga. Et chacun a cherché à savoir quel est le contenu de ce mot. Et aujourd'hui, partout à travers le monde, on sait ce que c'est que la Teranga sénégalaise. Oui, on sait ce que c'est. Pour rapporter aussi une anecdote, j'ai un neveu un jour qui a reçu un de ses amis qui vit en Espagne. L'ami était venu en vacances avec son patron. La nuit, ils sont arrivés, c'était un vendredi. Chez l'ami, il y avait une nuit de noces. Donc une mariée devait rejoindre la maison conjugale. Alors il y avait ripaille, on mangeait, on buvait, etc. À la fin, au moment de rentrer, l'Européen appelle le Sénégalais en appel, il lui dit, ben, c'était formidable, je dois payer combien? Il lui dit, non, mais c'est gratuit, c'est la fête. Et comment, avec tout ce qu'on a? Il dit, non, c'est gratuit. Alors, le lendemain, mon neveu avait baptême, il devait baptiser un enfant. Ils sont encore venus. Ils ont passé la journée. Au moment parti, il lui dit, mais là encore aussi, je donne rien. Il lui dit, non, on ne donne rien. Alors, il lui dit, mais vous, qu'est-ce que vous venez chercher en Europe? C'est la vérité. Mais ce que vous avez là, c'est un trésor inestimable. Se donner et se recevoir là, la convivialité. Non, mais vous n'avez rien à chercher en Europe. Absolument. Oui. Donc, même s'ils ne piochent pas chez nous, ils reconnaissent quand même qu'en matière de valeur, nous sommes riches. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, quel serait le message que vous aurez à donner à cette nouvelle génération-là face au livre? D'essayer de s'y mettre. Et aujourd'hui, c'est possible. Avec vraiment la technologie qui a beaucoup évolué. Vous reconnaîtrez sans embâche avec moi que rien que la qualité technique des livres que nous avons entre nos mains, elle est bien meilleure que ce qu'on connaissait il y a juste 20 ans. Moi, la première fois qu'on m'a envoyé par exemple la couverture d'Antivaleur, j'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Tout part. Voilà. Rien qu'en prenant un livre,
Et en examinant la première de couverture, la quatrième, bon, on a déjà eu une idée de ce que vous pouvez trouver là-dedans. Ouais. Et je crois que ce sont les parents, avant les enseignants, c'est à eux d'inciter les enfants à lire. Ouais, voilà. Ça doit commencer à la maison. Et il ne faut rien négliger. Même le journal que vous achetez, ou les journaux que vous achetez, après les avoir lus, il faut les jeter sur la table de l'espace familial ou du salon. Très bonne idée. Voilà. Oui. Moi, chaque jour, parce que je suis encore dans une école, en rentrant, j'ai mes petites filles avec moi, mais quand j'achète le journal, dès qu'elles entrent dans le véhicule, elles s'arrachent les journaux. Même si ces enfants s'arrêtent à la lecture des unes et des gros titres, c'est déjà... En réalité, c'est une question d'habitude. Parce que moi, je lisais que des blagues sur les journaux. Je ne lisais pas les C'est déjà bien. L'essentiel, c'est de lire. L'essentiel, c'est de lire. Et vous, M. Ndiawar, aujourd'hui, face à la jeunesse qui ne lise pas, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse-là? Donc la lecture, elle est fondamentale pour aider un jeune à se structurer. Sinon, il n'y a pas grande différence avec l'animal qui divague, qui ne sait pas où il va. On doit apprendre à découvrir le monde à travers le partage de ces espaces qui nous permettent de découvrir l'autre. Il faut d'abord, donc pour les jeunes d'abord, je dis qu'il faut d'abord partir de la connaissance de soi. Avoir une bonne estime de soi. Avoir confiance en soi et se mettre en soi. Le fameux triptyque. Xam sa bopp, gëm sa bopp, dëggal sa bopp. C'est ça qui nous manque. On est là à divaguer. Les jeunes, c'est ça. Parce que la colonisation du virtuel, c'est un problème. C'est le problème peut-être. Ouais. Alors que ça peut servir à gagner beaucoup plus de temps que nous avions. Quelle intervention! La profondeur des mots. Il suffit tout juste d'appeler, comme j'ai dit, il y a le Google. Et il y a l'intelligence artificielle qui a fait son... Là, c'est encore plus flippant. Oui. On a très peur. J'ai même très peur personnellement. On peut en arriver peut-être, pas d'extraordinaire, à se projeter dans 10, 15, 20 ans, où il suffit même de rester chez soi, par la télémédecine, d'avoir le diagnostic de sa santé, d'avoir une ordonnance, d'avoir une base de données qui nous dit qu'à 200 mètres de chez vous, l'ordonnance, tel médicament, tel médicament, on fait appel à Yango, on reste chez soi, on ne vit plus, on subit. J'imagine ce monde-là, et je ne serais pas surpris que ça puisse se développer et se poser comme ça dans quelques années. Alors malheureusement, on nous signale que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Très dommage. Très dommage. Vraiment. C'est vite passé. Oui. En tout cas, ce fut un immense plaisir de vous recevoir, M. Ndiawar. De très belles interventions. M. Abdourahmane Anne, merci pour être venu pour l'invitation. Et Moulé. Merci beaucoup à toi, Fatima. Merci à nos chers auteurs. Merci pour les réponses. Merci aussi merci à la mairie de Thiès. Nous avons accueilli ici. Nous sommes dans les locaux de la mairie, il faut le préciser. On est au Salon international du livre de Thiès. Merci à ces auteurs de Thiès. Merci à la littérature. Merci à l'Harmattan Sénégal. Merci.